Le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, a effectué hier une mission de contrôle sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Il exhorte les usagers au respect des règles de sécurité de circulation afin d'éviter les accidents. Le réseau routier ivoirien va se développer les mois et années à venir. L'Union européenne et le Fonds saoudien octroient 42 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Les accords ont été signés entre ces institutions et la ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Un cœur artificiel a été implanté sur un patient souffrant d'insuffisance cardiaque en France. Le malade se porte bien. Véritable prouesse scientifique réussie par les équipes du professeur Alain Carpentier de l'hôpital Georges Pompidou. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder chez RTI 1. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'émergence de la Côte d'Ivoire prévue pour 2020 avec le modèle japonais. En quoi le modèle japonais de développement peut-il être un exemple pour la Côte d'Ivoire? Notre invité est Ferdinand Bleka, président d'Afrique Japan et Afrique Asia. Ferdinand Bleka, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a effectué hier une mission de contrôle sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Il exhorte les usagers au respect des règles de sécurité de circulation afin d'éviter les accidents. Serge Colliard. La question de la sécurité sur les routes, une réelle préoccupation. Selon les récentes statistiques, depuis le 1er décembre 2013, environ 70 décès ont été enregistrés dans des accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord, Abidjan-Yamoussoukro. C'est pourquoi le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a consacré une journée à une mission de contrôle. Le ministre et sa délégation ont procédé à des contrôles de chargement, de l'état des véhicules et de la vitesse. Au constat des infractions liées aux conducteurs, avec des véhicules pas forcément au point techniquement. Le ministre Paul Kofi Kofi lui-même a été témoin du non-respect des règles sécuritaires. Pour rappel, la vitesse recommandée sur l'autoroute du Nord de Saint-Grobo à Yamoussoukro est de 110 km à l'heure. Notre objectif était d'être présent avec les forces de sécurité pour sanctionner immédiatement les usagers qui n'auraient pas respecté le code de la route. Avec l'OSER, nous avons constaté et arrêté des véhicules qui allaient au-delà de la vitesse requise, qui est de 110 km, il faut que vous le sachiez, 110 km sur le nouveau tronçon, Saint-Grobo, Yamoussoukro, 110 km, les 120 c'est sur l'ancienne partie, l'ancien tronçon. L'important que nous allons prendre, par circulaire bientôt, une circulaire interministérielle, c'est de faire en sorte que les véhicules poids lourds de plus de 5 tonnes ne devraient pas circuler sur le nouveau tronçon jusqu'à ce que le péage soit mis. Donc, on va exiger qu'ils prennent l'ancienne voie à partir de Yamoussoukro pour rejoindre l'ancienne voie. Le ministre Paul Kofi Kofi a sensibilisé les occupants illégaux aux abords de l'autoroute du Nord, Abidjan-Yamoussoukro. Il les a invités à s'éloigner de la route, à préserver la salubrité et à suivre l'exemple de Saint-Grobo. Et pour ces fêtes de fin d'année, la circulation est intense et dense. Et le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, invite les transporteurs à la prudence pour préserver la vie des usagers. Nous restons toujours avec Serge Colliard. L'opération vient en appoint pour évaluer les travaux de l'Office de sécurité routière, OSER. Aujourd'hui, il est plus qu'important que l'OSER, dans le cadre de sa mission, renforce ses actions sur l'autoroute d'abord pour que les usagers puissent comprendre que cette nouvelle voie que le président de la République a mise à notre disposition n'est pas faite pour tuer, elle est faite pour assurer le confort des Ivoiriens. Selon les statistiques de l'OSER, 84% d'accidents de la circulation survenus ces 10 dernières années en Côte d'Ivoire sont dus au dépassement dangereux, à l'excès de vitesse, à la consommation d'alcool, à l'état mécanique, à la fatigue et à la surcharge, pour un total de 600 tués et 13 000 blessés. Afin de faciliter la gestion de l'autoroute du Nord, des sanctions sont prévues.
entre autres la suspension ou le retrait du permis de conduire, selon le cas, le retrait de pièces afférentes au véhicule. Une initiative hautement salutaire et je voudrais vraiment saluer tous ceux qui se sont investis pour que tout ce dispositif, cette autoroute, qui est vraiment l'une des plus belles, ait été mise à la disposition des Ivoiriens. Le ministre Paul Kofi Kofi invite les conducteurs à faire en sorte que les véhicules répondent aux normes de sécurité et de circulation. Contrôle électronique, il y a un PC à l'intérieur qui est doté de matériel, des écrans de surveillance. C'est-à-dire qu'il y a une surveillance électronique de la circulation et qui est rattaché au CCDO à Abidjan. Les conducteurs pris en faute seront invités à retourner à Yamoussoukro pour se conformer à la réglementation en vigueur. Le deuxième grand titre de cette édition, le réseau routier ivoirien va se développer. Les mois et années à venir, l'Union européenne et le Fonds saoudien octroient 42 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Les accords ont été signés entre ces institutions et la ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Sylvie Touré. Le don de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire, estimé à 31 milliards de francs CFA, servira à la réhabilitation de l'axe routier Komoé à Bengourou à Nibilekro. Pour le représentant de l'Union européenne, ce don est le fruit d'un partenariat solide avec la Côte d'Ivoire. Nialé Kaba, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, a rappelé que les efforts financiers doivent être accompagnés d'un esprit d'assainissement et de bonne gouvernance. Le second accord concerne le prêt de 11 milliards 600 millions de francs CFA, octroyé cette fois par le Fonds saoudien pour le développement. Il doit servir au bitumage de la route Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso. Projet qui, selon la ministre, s'inscrit dans le cadre du désenclavement des zones rurales et de la promotion des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, une mission conjointe Banque mondiale gouvernement ivoirien était à Grand-Laou, Dabou et Agboville pour évaluer l'impact du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. C'est un programme financé par la Banque mondiale qui a pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Eugène Atoubé. L'évaluation du PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, s'est faite à travers des ateliers couplés avec des visites de terrain. Les bénéficiaires des spéculations du PPAO, à l'exemple de ceux de Dabou et Agboville, ont pu échanger avec les acteurs clés de ce programme. Ce sont des producteurs de manioc et de bananes plantains. Ils disposent aujourd'hui de plants de qualité et en quantité suffisante grâce au dispositif mis en place par le PPAO. Outre le manioc et la banane plantain, 4 autres spéculations dont le riz intègrent ce dispositif à l'objectif d'apporter la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À ce jour, 142 000 hommes et femmes bénéficient de ces 6 spéculations. Intérêt manifeste des bénéficiaires et satisfait de la mission d'évaluation. On a vu des femmes sur le terrain qui font de la banane plantain et du manioc et qui sont passées au triple de la production. Le défi maintenant, c'est d'accélérer l'adoption de ces innovations. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest travaille aussi sur certaines variétés de riz introduites en Côte d'Ivoire à partir de la Guinée et du Mali. Également à son actif, les travaux de réhabilitation du CFMAC de Grand-Laou, centre de formation à la mécanisation agricole. Témoin de l'engouement constaté sur le terrain, la mission conjointe Banque mondiale, gouvernement ivoirien, s'accorde pour dire qu'il faut poursuivre ces efforts afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer l'atteinte des objectifs en matière de sécurité alimentaire. Un grand magasin de stockage de noix de cajou sera construit les jours à venir à Tengrela. Tengrela, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce magasin va permettre de préserver la qualité de la noix de cajou et donc du beurre de karité produit abondamment dans cette localité, nous dit Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel de RTI Boaké. Dame Ouattara Kadi fait partie de 1500 productrices de beurre de karité que compte la zone de Tengrela. Cette mère de famille fait aussi la collecte des noix de karité
qui est devenue sa principale source de revenus. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. On ramasse le karité comme ça, on n'arrive pas à nourrir notre famille avec parce que c'est pas aussi suffisant que ça. On n'a pas de coin pour stocker. On garde dans nos cuisines à la fumée. Après ça, quand on transforme en beurre de karité, on vend ça à vil prix. Autant de difficultés qui bientôt trouveront un début de solution. En effet, la filière karité de Côte d'Ivoire et ses partenaires vont construire sur ce site d'un hectare un entrepôt d'une capacité de 100 tonnes d'amandes de karité à Tengrela. L'entrepôt de Tengrela est un entrepôt pilote. Les autres régions viendront au fur et à mesure. Outre la préservation de la qualité de production de l'amande de karité, la filière entend continuer la formation des collectrices de noix de karité et des productrices de beurre de karité en Côte d'Ivoire. La filière compte également négocier auprès des pouvoirs publics la hausse du prix bord-champ de l'amande de karité qui s'achète aujourd'hui entre 80 et 100 francs le kilogramme. Un prix jugé bas pour un produit utilisé dans plusieurs domaines d'activité. Aujourd'hui, il faut savoir que le beurre de karité est utilisé à 95% dans l'industrie du chocolat et 5% sont utilisés dans l'industrie de la cosmétique, ce qui n'est pas négligeable. La Côte d'Ivoire, avec plus de 6 000 productrices de beurre de karité pour près de 40 000 tonnes dans 6 grandes régions du nord du pays, s'apprête à abriter en 2014 la conférence internationale du karité après le Nigeria. Et vous l'avez compris, c'est un grand magasin de stockage de noix de karité qui sera construit les jours à venir à Tengrela, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Autre sujet, tous les présidents et vice-présidents des conseils régionaux de Côte d'Ivoire viennent d'être formés à Yamoussoukro, à l'hôtel président, sur les procédures de passation des marchés publics par l'autorité nationale de régulation des marchés publics, la direction des marchés publics et la direction du patrimoine de l'État. Objectif de cette formation, donner à ces nouvelles collectivités toutes les informations nécessaires sur les marchés publics pour qu'elles s'en servent pour le développement de leur région. La non-connaissance des notions sur la passation des marchés publics, le marché de gré à gré, les appels d'offres ouverts, les appels d'offres restreints, l'exécution et la réalisation des marchés par exemple, rendent les collectivités peu efficaces au cours de leur mandat, soutiennent les responsables de l'autorité nationale de régulation des marchés publics. C'est pour corriger le tir et permettre aux conseils régionaux de mieux fonctionner que ce séminaire a été organisé par la NRNP autour des thèmes opérations sur les marchés publics et rôle des conseils régionaux, régulation des marchés publics et responsabilité des conseils régionaux, procédure d'acquisition des véhicules administratifs, rôle du maître d'œuvre dans l'exécution des marchés de travaux publics. Au regard des montants minimums exigés pour le chèque de passation, il est évident que les transactions qui vont passer par marché public seraient importantes. Il était donc opportun, il était donc pertinent qu'avant même leur premier exercice budgétaire, ils aient le minimum de connaissances nécessaires pour une bonne passation des marchés qu'ils auront à faire. Les participants, les présidents des conseils régionaux et leurs collaborateurs ont dit leur intérêt pour ce séminaire qui va renforcer leurs compétences. Je pense que nous repartons d'ici enrichis de l'expérience que l'autorité nationale de régulation des marchés publics nous présente. Il faut que la bonne gouvernance soit la priorité en Côte d'Ivoire et qu'il est dans l'intérêt supérieur de la nation que la passation des marchés vraiment soit régulée. Le docteur Ali Diomondé, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a rappelé l'intérêt du président de la République en matière de bonne gouvernance. Ce séminaire est donc important, à juste titre, a-t-il ajouté, puisqu'il va permettre aux conseils régionaux d'être plus rigoureux dans la gestion des marchés publics. Il a enfin félicité au nom du président les initiateurs, les responsables de l'autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP. L'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire réhabilite et équipe le service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire
de Cocody à hauteur de 40 millions de francs CFA. L'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire veut ainsi contribuer à la réduction de la mortalité infantile au CHU de Cocody. Réduire le taux de mortalité des nouveau-nés et optimiser leur prise en charge, objectif de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Il vient de réhabiliter et d'équiper le service de pédiatrie du CHU de Cocody à hauteur de 40 millions de francs CFA. Nous sommes donc des agents de santé publique et à ce titre, nous ne pouvons pas rester insensibles aux souffrances des uns et des autres, de plus aux enfants qui sont sans défense. Cette œuvre de charité est composée entre autres de la réhabilitation du bloc sanitaire, des salles kangourous, de la réparation d'équipements et d'une dotation en médicaments. Ce don est une véritable bouffée d'oxygène. Je les remercie pour ce don parce qu'ils ont vraiment écouté notre cri de cœur à l'endroit de ces nouveau-nés-là. Vous avez vu toute la réhabilitation qui a eu lieu et je peux jurer que tout le personnel du service de pédiatrie fera bon usage. Un service dynamique qui s'occupe des enfants, qui a travaillé au départ avec peu et qui aujourd'hui est soutenu par les pharmaciens et nous savons que les résultats à venir seront meilleurs et que nous pourrons avoir des enfants toujours bien portants sortis du CHU de Cocody. Ce service de pédiatrie a une capacité d'accueil de 66 lits dont 27 consacrés au bloc néonatal pour les nouveau-nés et les prématurés. Et c'est une première dans le monde. Un cœur artificiel a été implanté sur un patient souffrant d'insuffisance cardiaque en France et le malade se porte bien. Véritable prouesse scientifique réussie par les équipes du professeur Alain Carpentier de l'hôpital Georges Pompidou. Sylvie Touré. C'est le résultat de 27 années de recherche ici à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Le professeur Alain Carpentier et son équipe ont réussi à implanter sur un patient un cœur artificiel totalement autonome. Le sentiment que j'ai eu, surtout au moment où ce cœur s'est mis à marcher chez l'homme, c'était, j'ai pensé à mon équipe. Parce que j'avais emmené toute une équipe, des dizaines, y compris des industriels, dans une aventure dont je ne connaissais pas finalement l'issue. Aux côtés de l'équipe de chercheurs pour la conférence de presse, la ministre de la Santé de France, Marisol Touraine, salue cette révolution scientifique. C'est évidemment un saut qualitatif majeur qui vient d'être réalisé. Il faut faire preuve d'humilité, de précaution et il faudra savoir attendre le temps nécessaire pour en tirer toutes les conséquences. Mais ce sont de très belles perspectives qui s'ouvrent. L'équipe des chirurgiens est quant à elle plus confiante. Elle rassure que le patient se porte bien. Le patient va très bien, il s'améliore de jour en jour. Je l'ai vu juste avant de venir vous voir. On discute avec lui, il récupère, il se repose. On corrige petit à petit, on arrive à normaliser tous les paramètres qu'on avait besoin de normaliser. Et on va pouvoir le libérer petit à petit de perfusion, de drains qu'il a, qui sont obligatoires dans ces situations-là. Et l'évolution est, je croise les doigts, optimale pour l'instant. Ce cœur artificiel est composé de matériaux plastiques et biologiques. S'il représente une avancée scientifique, son coût pourrait en être un frein. 150 000 €, environ 100 millions de francs CFA. De quoi couper le souffle. La quinzaine de l'environnement en Côte d'Ivoire cette année. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a décidé de sensibiliser les populations à la base. Les écoliers du primaire, les élèves des collèges et lycées ont été instruits sur les bonnes habitudes pour préserver l'environnement. Serge Kolia. Dans la poubelle, je dis dans la poubelle. La quinzaine de l'environnement pour cette édition 2013 a pris sa source dans les rangs des enfants. Ces gamins des écoles primaires dont l'esprit encore innocent peut être façonné pour en faire les éco-citoyens de demain. L'éducation est un atout du développement durable. C'est pourquoi les écoliers des communes du district d'Abidjan ont été l'objet d'une sensibilisation assidue pendant plus d'une semaine. Comme on a pu le constater au groupe scolaire méthodiste de la Riviera à Touban, les experts du ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec le soutien de Miss Environnement, ont donné aux enfants
Tout le sens du thème « Changeons de comportement pour mieux protéger l'environnement ». Cette campagne m'a fait retenir qu'il faut jeter les ordures dans les poubelles, qu'il ne faut pas salir les maisons, balayer devant les maisons et rester dans un environnement sain et propre. Il faut protéger notre environnement parce que demain, il pourra servir à des générations futures. Pour le ministre, le bilan de cette quinzaine de l'environnement est satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de soutien. Et lorsque nous croisons un citoyen qui pose un acte qui va contre la préservation de l'environnement en jetant par exemple un chewing-gum ou bien un Kleenex, dès qu'on lui dit de ramasser, il ne fait pas d'histoire, il ramasse et tout honteux, il va le remettre ailleurs. Donc je pense qu'il y a quand même un renversement de tendance et que si nous poursuivons dans ce sens, d'ici quelques années, la préservation de l'environnement ne sera plus un problème en Côte d'Ivoire. La quinzaine de l'environnement, on peut le dire, a été une réalité au groupe scolaire méthodiste de la Riviera, une école où la propriété n'est pas un vain mot. Autre information, la mairie de Grand Bassam a initié un séminaire sur la gestion intégrée des plages de Grand Bassam. Objectif, mettre en place des conditions d'accès de l'aménagement et de l'entretien des plages de Grand Bassam, ville touristique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait autre chose, les enfants de la Page Blanche, centre spécialisé pour enfants handicapés intellectuels, ont reçu le cadeau de Noël en présence de plusieurs artistes. C'était un moment de bonheur, nous dit Fatou Fofana, pour ces enfants souvent marginalisés à cause de leur handicap. Lamine a 7 ans. Comme la majorité des enfants de ce centre, il présente une pathologie. Lamine a une trisomie 21, il a un retard de langage, donc il faut une éducation spécialisée. Dounia également est un enfant handicapé intellectuel, une situation diversement appréciée par la société. La question du handicap, c'est quand même une question qui est encore un petit peu taboue dans nos sociétés. Moi, je m'en rends compte parce que quand je sors avec Dounia, je vois peu d'enfants dehors, pourtant il y a beaucoup d'enfants comme Dounia. Au-delà des préjugés, ce sont des enfants parmi tant d'autres de ce monde qui ont besoin qu'on leur accorde un peu d'attention et d'affection. Et Noël, c'est le temps par excellence accordé aux privilèges des tout-petits, privilèges souvent exprimés par des cadeaux. Aujourd'hui, on veut montrer à tout le monde que nos enfants ont besoin de s'amuser comme tous les enfants du monde. Ce sont des enfants comme tous les autres qui ont besoin de Noël pour faire la fête. Don de générosité, don d'amour, ces enfants ont vécu des moments de liesse aux côtés de leurs parents et volontaires. Je me rends bien compte que c'est vraiment des enfants comme les autres qui ont besoin d'autant d'attention, autant d'amour et de soins que tous les autres enfants, sinon plus. C'est très enrichissant, il nous apporte une joie de vivre et un bien-être fou. Cette année, la page ne sera pas tout à fait blanche pour Fadel, Axel et Iman, qui auront un souvenir de Noël. La Foire internationale du livre et du matériel didactique offert depuis lundi à Dakar au Sénégal a refermé ses portes hier samedi. Invité d'honneur, la Côte d'Ivoire a remporté le prix Alioune Diop du meilleur éditeur, la plus prestigieuse distinction en compétition au cours de cette foire. Léon Broukwame. Après 6 jours d'intenses activités, les professionnels ivoiriens, partie prenante de la 14e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, font le bilan. On a été satisfaits parce que cette foire nous a permis, comme toutes les fois et toutes les rencontres professionnelles, de faire des rencontres, de prendre des contacts et surtout de participer aux colloques, à des colloques qui étaient très enrichissants. Ça ne peut que nous édifier pour nous aider davantage en ce qui concerne la circulation et la promotion de nos produits. Cerise sur le gâteau, les 2e et 1er prix Alioune Diop pour célébrer les meilleurs éditeurs d'Afrique francophone. Les lauréats sont des professionnels ivoiriens, respectivement les éditions Eburni et Nei Seda. La dernière édition, on avait eu le 2e prix, mais on ne pensait pas qu'on allait nous donner encore un prix cette édition-ci. Et vraiment, c'est un grand sentiment de fierté. La 3e satisfaction pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a pris part avec les pays de l'UEMOA à un séminaire sur les politiques du livre au sein de l'espace UEMOA. Et ce séminaire a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de donner en partage l'immense expérience qu'il y a là dans le domaine du livre. Moisson abondante donc pour la Côte d'Ivoire, invité d'honneur de cette 14e foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar,
qui referme ses portes. Rendez-vous dans 2 ans pour connaître le prochain fer de lance de l'édition en Afrique francophone. L'Église Mission mondiale évangélique a initié une prière pour la paix en Côte d'Ivoire à l'orée de l'année 2014 et cette prière a eu lieu à Méagui dans l'ouest du pays. Eugène Atoubé. Au commencement de l'année 2013, qui tire à sa fin, les fidèles de la Mission mondiale évangélico avaient prié pour que règne la paix en Côte d'Ivoire et que toutes les populations taisent leur rancœur au fin de forger une nation réconciliée, unie, forte et solidaire. Aujourd'hui, les acquis sont nombreux. Pour autant, les fidèles de la Mission mondiale évangélico de Méagui ont remis le couvert pour le même objectif. Les fidèles de cette église ont imploré le Seigneur par leurs prières, lui demandant de toujours étendre sur la Côte d'Ivoire son voile protecteur, toucher le cœur des uns des autres, opérer par sa toute-puissance leur totale transformation pour faire d'eux des hommes nouveaux. Les hommes nouveaux, ont-ils ajouté, épris de tolérance, de justice et d'amour. Des hommes nouveaux engagés à mener des actions de réconciliation et de paix. La Mission mondiale évangélico, avec son fondateur Joker Rocher, fait de la réconciliation et de la paix son credo. À chaque culte, les exhortations sont couplées avec des messages invitant chaque fidèle à y apporter sa contribution. Comme ici, les fidèles de Méagui, pour qui Dieu fera toujours des miracles pour la Côte d'Ivoire. Au Soudan du Sud, alors que la pression monte à la fois au niveau des pays, de la région et de la communauté internationale pour pousser à des négociations, l'option militaire semble toujours sur la table avec des affrontements à Bentiu, dans l'état de l'unité, région frontalière avec le Soudan. 3 avions militaires américains venus évacuer des ressortissants américains travaillant pour les Nations Unies à Bo, à 250 km de la capitale Djouba, ont été la cible de tirs d'armes légères qui ont blessé 4 soldats. En Centrafrique, la situation est toujours volatile, difficile à Bangui. De nouveaux tirs ont été entendus dans la capitale hier samedi. La mission internationale en Centrafrique, MISCA, se dit donc prête à rencontrer les groupes d'autodéfense anti-Balaka et même engagé avec eux une médiation pour mettre fin aux violences qui secouent le pays. Le président centrafricain Michel Guetodia a renouvelé sa proposition de dialogue avec les mouvements anti-Balaka. Dans l'attente des résultats des élections, les 2 candidats en lice au 2e tour de la présidentielle à Madagascar ont crié victoire hier samedi et se sont accusés mutuellement de fraude. Pourtant, ni la commission électorale indépendante, ni les forces de l'ordre, ni les observateurs internationaux n'ont constaté d'irrégularité. Ambiance bon enfant vendredi soir dans les bureaux de vote de Madagascar. Avec des cris de joie, on salue chaque nouveau vote en faveur de son candidat. Samedi après-midi, les premières estimations donnaient les 2 candidats à la présidentielle au coude à coude avec une faible participation. Pourtant, le candidat soutenu par le président sortant, Andradzoline, s'est empressé de crier victoire en accusant son rival de manipulation. Les résultats sont très encourageants. Regardez, à Tananarive, comme le choix des électeurs a évolué depuis le premier tour. Cette fois, ils nous ont fait confiance. Les résultats démontrent que nous avons gagné. Même assurance et mêmes accusations chez Jean-Louis Robinson. Le candidat a même organisé une fête vendredi soir pour célébrer sa victoire. S'il perd, dit-il, c'est à cause de fraude massive. Il parle même d'un avion rempli de bulletins déjà cochés en faveur de son adversaire. Nous avons gagné, mais même si nous l'emportons, nous allons regarder comment les bulletins uniques ont été gérés. Si nous apprenons qu'il y a vraiment des problèmes sur la gestion du bulletin unique, les conséquences seront mauvaises. Des déclarations de fraude que ne confirment ni la commission électorale, ni les forces de l'ordre, ni même les observateurs internationaux. Face à la guerre que se mènent les candidats, les Malgaches vont devoir s'armer de patience. Le vainqueur de la présidentielle ne sera connu qu'en janvier prochain.